Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Le Grand Saut de Gary Brandner. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le polar. Attention, pas n'importe quel polar, non. Celui que j'aime, c'est le vrai de vrai, comme tu dirais en noir et blanc, où les nanas sont des vrais nanas et où les mecs sont des vrais mecs. Faut se lever de bonne heure pour rouler Woodrow Dant, détective privé. Woodrow Dant, c'est pas moi. Non, c'est le héros de 12 souris mortes, le polar que je suis en train de lire en ce moment. Je glisse un marque-page à l'intérieur du bouquin, je le referme et je le pose sur l'étagère, derrière mon bureau, au milieu des Chandler, Hammett, Spillen, Parker et MacDonald. Là-dessus, je me carre dans mon fauteuil tournant, histoire d'admirer dans son cadre le diplôme de détective privé que j'ai obtenu au cours par correspondance Marmaduke and Kisley. Après quelques minutes, je fais pivoter mon siège pour contempler la porte de verre dépoli sur laquelle je peux lire en transparence mon nom à l'envers. Mais personne n'entre. En 30 jours exactement, depuis que j'ai persuadé Mme Bonadius de me faire crédit pour mon premier mois de loyer, aucun client n'a franchi le seuil de mon bureau. Tous les commencements sont difficiles, n'est-ce pas? Je me lève et je m'approche nonchalamment du lavabo. Je regarde mon reflet dans le miroir fêlé. Je suis suffisamment grand pourtant pour faire un bon détective privé. Évidemment, ça ne me ferait pas de mal d'avoir quelques kilos de plus aux épaules et aux pectoraux, évidemment. Remarquez, à 22 ans, j'ai encore le temps de m'étoffer, n'est-ce pas? Dans le miroir, je me fixe de ce regard d'acier que je travaille depuis longtemps. Pas mal, oui. Enfin, j'ai encore du pain sur la planche. Je me frotte la mâchoire. Oui, c'est ça le détail qui gâche tout. Ce fin duvet blond n'a rien à voir avec la barbe de plusieurs jours de Sam Spade. Faudrait peut-être que je me passe du bouchon brûlé sur les joues. Soudain, la porte s'ouvre. Je fais volte-face et plonge la main à l'intérieur de ma veste. Je n'y trouve rien d'autre que ma chemise. Dans le comté où j'exerce, il suffit de quelques dollars pour se procurer une licence, mais pour obtenir un port d'armes, c'est une autre paire de manches. Madame Bonadius, ma logeuse, me dévisage. Sortez, vous prenez aujourd'hui, monsieur le détective. Pour Napoléon? Je lui lance mon regard d'acier numéro 3, mais ça ne l'impressionne pas du tout. C'est la fin du mois, monsieur Sherlock Holmes. Vous avez de quoi me payer? Eh bien, c'est que, voyez-vous... Madame Bonadius se tourne alors vers une espèce de demeuré qui se trouve derrière elle, un petit mec au menton fuyant. Vous pourrez vous installer dès demain, monsieur Prettykin. Comme vous pouvez le constater, le locataire actuel ne possède pas grand-chose en matière d'ameublement. Monsieur Prettykin est expert comptable. Il va venir s'installer dans votre place. Il compte également se marier avec ma fille, Elodie. Eh bien, tant mieux pour lui, Madame Bonadius. Dites, si vous m'accordiez une semaine supplémentaire, je crois que mes affaires... Vos affaires? Quelles affaires? Monsieur Prettykin, quand comptez-vous vous installer? À vrai dire, ça presse pas, Madame Bonadius. J'ai réglé un mois d'avance pour le bureau que j'occupe actuellement. Vous entendez ça, monsieur le détective privé? Un mois d'avance. Écoutez-moi bien, Sherlock Holmes. Si vous acceptez de faire un petit travail pour moi, vous pourrez rester ici quelques semaines de plus. Depuis quelque temps, voyez-vous, ma fille Elodie sort 3 soirs par semaine et elle refuse de me dire où. Elle refuse même de le dire à son fiancé, monsieur Prettykin. Pas qu'elle fasse quoi que ce soit de mal, j'en suis certaine, mais on aimerait savoir ce qu'elle manigance. Vous voulez que je la suive, Madame Bonadius, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, monsieur Zacetto. Avez-vous déjà vu ma fille? Non, madame. Eh bien, venez voir. Je m'approche de la fenêtre et je jette un coup d'œil dans la rue, un étage plus bas. Une fille brune d'une 20aine d'années traverse la rue. Il se dégage d'elle une sensualité tellement torride que j'en ressens les effets jusqu'ici. Elle est belle, très belle.
Je la dévore des yeux. J'accepte l'affaire, Madame Bonadius. Le soir même, Élodie s'éclipse, mais je suis fin prêt. Lorsqu'Élodie sort de la maison, je lui emboîte le pas. En fait, c'est plus une course qu'une promenade qu'elle m'impose. La demoiselle a de longues et belles jambes et elle avance d'un bon pas. Elle grimpe dans l'autobus, j'en fais autant. Elle s'assied à l'avant, je reste, moi, debout à l'arrière, planqué derrière mon journal. Elle descend centre-ville, je descends à l'arrêt suivant et je cours comme un malade pour la rejoindre, selon la méthode numéro 4. Élodie parcourt 2 pâtés de maisons et entre dans un bâtiment qui sert d'école durant la journée et dont les locaux peuvent être loués le soir. Accélérant l'allure, j'ai le temps de la voir entrer dans le local numéro 121. Et une pancarte indique qu'il s'agit d'un cours d'art dramatique et que ce cours a lieu 3 fois par semaine sous la direction d'un certain Félix Ferman. Ma mission est accomplie. Je pourrais raconter à Madame Bonadius et à son abruti de futur gendre que le seul crime d'Élodie est de suivre des cours de théâtre. Cela dit, pourquoi ne pas faire la connaissance de cette très belle brune incendiaire? Reprenant mon journal, je me plante dans un coin en attendant la fin des cours. Quand les élèves sortent enfin, je m'aperçois qu'Élodie est restée dans la classe en compagnie d'un barbu long comme un jour sans pain, sûrement le professeur Félix Ferman. Quand ils sortent enfin, avant que je puisse me dissimuler derrière mon journal, Élodie se retourne et me dévisage froidement. Le regard de ses immenses yeux noirs traverse le papier et le verre de mes lunettes pour venir se planter dans mon crâne. Elle avance vers moi. « Pourquoi me suivez-vous, monsieur ?»« Non hablo inglés, señorita. »« Oh, ça va comme ça, je vous connais. Hein. Vous êtes le petit rigolo qui a loué un bureau à ma mère et qui se prétend détective privé. Alors, pourquoi me suivez-vous ?» Je découvre mes dents plusieurs fois de suite en un rictus à la Humphrey Bogart. « Parce que je suis un homme et que vous êtes une très jolie femme, mon petit. » Eh bien, monsieur l'homme, si m'accompagner vous fait plaisir, je vous prierai d'enlever ces lunettes ridicules, de marcher à côté de moi et non derrière, et puis arrêtez de vous planquer dans toutes les encoignures de porte. C'est ainsi que nous rentrons chez sa mère en silence. J'ai beau me dire que mon silence est viril, j'avoue que je n'y crois pas trop. Ce que j'ignore ce soir-là, c'est que, question virilité, je vais en avoir vachement besoin les jours qui viennent, comme vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. Le lendemain de la filature, je fais mon rapport à ma propriétaire qui paraît satisfaite. Un peu plus tard, elle donne Prétiquine, l'avorton, le fiancé de la belle Élodie, me rend visite. Dites-moi, monsieur le détective privé, en ce qui concerne ces cours d'art dramatique, croyez-vous qu'Élodie puisse y rencontrer quelqu'un? Parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, elle me témoigne une certaine froideur. Est-ce que vous pourriez m'enseigner? Le renseignement, c'est précisément mon travail, monsieur Prétiquine. Ah bon? Comment allez-vous procéder? Le plus simplement du monde, monsieur Prétiquine. Je vais m'inscrire au cours de théâtre, ce soir même. Comme les cours sont subventionnés par la municipalité, les frais d'inscription sont des plus raisonnables. Remarquez, ça n'a aucune importance, vu que ça n'est pas moi qui paye. Si Élodie Bonadius est surprise de me voir, elle n'en laisse rien paraître. Quant à Félix Farman, le professeur, il me traite comme si j'avais la gale. Pendant la première partie du cours, je reste assis au fond de la salle en luttant contre le sommeil, tandis que Félix pérore sur la méthode Actor Studio. L'action rebondit soudain lorsque la porte de la classe s'ouvre à la volée et qu'une furie rousse hyper maquillée se rue dans la salle.
Félix Ferman pâlit très visiblement sous sa barbe. Félix, tu as encore pris la décapotable. Tu savais pourtant que je comptais m'en servir. Ferman jette un regard gêné à ses élèves. Je suis désolé, Christine, j'ai oublié. C'est ça, monsieur a oublié. Tu voulais sans doute t'en servir pour impressionner une de tes minettes. Christine, je suis en plein cours, voyons, nous en reparlerons à la maison, si tu veux bien. Si je veux bien. Tu ne crois pas si bien dire. Tu n'as qu'à prendre ton vieux taco pourri pour rentrer. Je vais le garer dehors. Moi, je prends la décapotable. Comme tu le sais, elle est à moi. Comme la maison et comme le bateau. Christine, nous en discuterons plus tard. Saisissant la rouquine par le bras, il la pousse vers la sortie, tandis qu'elle le traite de tous les noms. Dès que la porte est fermée sur eux, toute la classe se précipite aux fenêtres pour jouir du spectacle. Au coin de la rue, un break, effectivement minable, est garé derrière le cabriolet Chevrolet flambant neuf. Ferman et sa tendre se crêpent allègrement le chignon au grand plaisir de tous. De retour dans la classe, Félix se sent obligé d'y aller d'une petite citation. « Mes enfants, le mariage, c'est comme le piment. Une fois qu'on y est habitué, on ne trouve plus ça aussi piquant. » À la fin du cours, j'ai l'intention de demander à Élodie de m'accompagner, mais, ruinant mes projets, le beau Félix lui demande de rester 5 minutes. J'attends un moment devant l'école, affectant mon fameux regard d'acier, jusqu'à ce que ça me donne la migraine. Après quoi, je rentre au bureau, seul. Le cours suivant n'a lieu que 2 jours plus tard. Ce cours ne m'a apporté rien de bon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Élodie n'y assiste pas. En outre, je ne vois pas l'intérêt que ce cours ait lieu en plein air, sur la pelouse, par cette nuit glaciale, ainsi que Félix Ferman l'a si brillamment suggéré, afin de nous rapprocher de la nature. Tu parles. À peine sommes-nous installés sur l'herbe que la Chevrolet décapotable débouche au coin de la rue et pile sec le long du trottoir à environ une 50aine de mètres de nous. À la lueur du réverbère, on voit une crinière rousse recouverte d'un affreux foulard vert s'agiter furieusement. L'avertisseur lance un coup de semonce. S'excusant, Félix se précipite vers sa belle. Vu la distance, tout ce que je peux saisir de l'engueulade est une question de bateau, jusqu'à ce que la furie démarre en trombe. Sans un mot, Félix revient et reprend son cours. 1 heure plus tard, un gardien s'approche et demande s'il y a un certain Jamie James dans le groupe. Vu que c'est mon nom, je me lève. « Téléphone, par ici, monsieur !» Tout heureux de l'occasion de me réchauffer, je le suis. Au bout du fil, une voix de femme. « Allô, vous êtes bien Jamie James, le détective privé ?»« Oui, madame, c'est moi, en effet. Que puis-je pour vous ?»« Christine Ferman à l'appareil. J'ai quelque chose d'important pour vous. Je suis sur mon bateau, à la marina, emplacement numéro 47. Je vous y attends. Venez vite. Vous pourrez garer votre grosse moto en haut de la passerelle. » Déclic, tonalité. Fin de la conversation. Je prends mon casque au vestiaire et, comme je m'apprête à bomber vers la marina, emplacement 47, je croise Élodie Bonadios. « Bonsoir, détective de mon cœur. Je n'ai pas pu venir au cours. Je travaillais. » « Mais vous partez déjà ?»« Ben oui, les affaires, ma belle, que voulez-vous. À bientôt. » 25 minutes plus tard, je gare ma moto près du bateau. Un beau voilier de 25 mètres. Désert. Pas de lumière à bord. D'instinct, je me méfie. Voyez-vous, si on n'a pas d'instinct, c'est pas la peine de vouloir devenir détective privé. Or, mon instinct ne s'est pas trompé. En effet, en descendant la passerelle, j'aperçois quelque chose de roux en train de flotter entre la coque et le quai. Quelque chose de roux accroché à un corps inerte. Christine Ferman. Je cours à la cabine téléphonique en bout de quai et j'appelle police secours. Je peux bien leur consacrer quelques minutes pour les aider à résoudre l'affaire, n'est-ce pas? Ils me relâchent 2 jours plus tard. Heureusement qu'il existe une loi interdisant de retenir une personne plus de 48 heures. Sans quoi, j'y serais encore. En rentrant chez moi, je constate que Mme Bonadios a descendu tout mon bureau sur le trottoir. Heureusement, il ne pleut pas. Je croyais que vous étiez en prison, mon petit détective. D'erreur, chère madame. Cela dit, il y aura bientôt quelqu'un d'autre sous les verrous. Maintenant, si vous voulez m'excuser, il faut que je réfléchisse.
Rien de tel, croyez-moi, rien de tel qu'un trottoir ensoleillé pour vous inspirer. Une demi-heure plus tard, je me lève et j'enfourche ma moto. Je ne suis pas étonné de voir sur un panneau d'affichage que les cours d'art dramatique sont annulés ce soir. Bien. Je file chez les Ferman. C'est Félix qui m'ouvre la porte. Je peux entrer, monsieur? Et j'entre, en le bousculant un tout petit peu. Élodie Bonadieu, c'est là, près du canapé, entre deux valises. Tiens, vous partez en voyage, Élodie? Ferman s'est relevé. Il bougonne. Je vous croyais en prison. Je m'en doute pas, professeur, puisque ça fait partie de votre plan. Que voulez-vous dire par là, jeune homme? Je veux simplement dire que vous avez tué votre femme et que vous avez essayé de me faire porter le chapeau. Mais, voyons, j'étais avec tous mes élèves... Allons, professeur. Bien sûr, on vous a tous vu parler avec votre femme ce soir-là, mais qui peut affirmer que c'est bien votre femme que nous avons vue dans le cabriolet, hein? La nuit était bien froide pour conduire décapoté, non? Voici comment les choses se sont passées. Enfin, d'après moi. Vous avez tué votre femme avant votre cour. Élodie, excellente comédienne, s'est coiffée d'une perruque rousse et mis un foulard vert pour le petit show au coin de la rue. Après quoi, elle est allée me téléphoner d'un poste quelconque de l'école. Tout était prêt pour que je tombe dans le panneau. Mais voyez-vous, Christine Ferman, votre malheureuse épouse, ne pouvait pas savoir que je possède une grosse moto. Vous seul, Élodie, vous seul, le saviez. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis soudain baissé. L'instinct, peut-être, cet instinct sans lequel on ne peut en aucun cas espérer devenir un bon détective privé. Bref, je me suis baissé, ce qui fait que la balle que me destinait Élodie est allée se perdre dans la tête de ce bon Félix, qui a interprété magistralement son dernier rôle de cadavre. Le reste n'a été qu'un jeu d'enfant. Ça m'a quand même fait de la peine de penser que la belle Élodie allait passer 30 ans en prison. Elle sera certainement moins attirante quand elle en sortira. C'était Crime Story, c'est les rendez-vous d'Alfred Hitchcock raconté par Serge Saurion. Aujourd'hui, le grand saut de Gary Brandner.